Écoutez, on va parler cybersécurité. Donc, continuez à nous poser des questions à travers l'application avec Yves. Bonjour Yves, merci d'être avec nous. Alors, je ne sais pas si mon micro... C'est bon. Bonjour, oui, c'est bon, bonjour on t'entend. Un mot peut-être Yves sur ton parcours, parce qu'aujourd'hui tu es directeur Ouest Orange, donc sur toute cette région... Enfin, Grand Ouest, on va dire, pour Orange. On va parler ensemble de cybersécurité, d'IA, de quantique, tiens, on en parlait tout à l'heure. Mais en deux mots, raconte-nous dans ton parcours, parce que justement, voilà, tu es passé par beaucoup des pays, des secteurs aussi de l'innovation, notamment chez Orange. Oui, j'ai eu la chance de faire un parcours autour de l'innovation et du marketing de l'innovation. À la base, je suis ingénieur. Mais j'ai travaillé dans 4 pays différents, de la France à la Roumanie, en passant par la Suisse, l'Angleterre. Et j'ai pu faire donc, je suis un ingénieur qui a essayé de faire un peu tous les métiers, du marketing, B2C, B2B, de la vente, des relations clients, du wholesale. Et le leitmotiv à travers ça a toujours été comment on vend de la technologie, comment la technologie, on accompagne les clients à prendre de l'innovation. Et j'ai eu la chance de vivre pas mal de disruptions dans le monde des telcos, de l'ancien monde, hein, du monde du Nokia. Tu as participé au lancement de l'iPhone. Oui, j'ai contribué, j'ai travaillé beaucoup avec Apple. On a eu plusieurs meetings avec Tim Cook au moment du lancement des premiers iPhones en France et dans 28 pays avec Orange. Et j'ai vu comment l'ancien monde a été avalé par le nouveau monde, oui. Des standards vers l'open source, l'expérience client. J'ai contribué aussi à la fin du roaming en Europe. Et ces dernières années, j'ai travaillé beaucoup sur le B2B et l'innovation autour du B2B, donc chez Orange Business, chez Orange Innovation, dont beaucoup de représentants sont aussi sur le territoire en Bretagne. Ouais, on va parler de tout ça. Pour l'anecdote, moi, quand l'iPhone était sorti, moi j'étais à fond BlackBerry et j'y croyais qu'à moitié, parce que je me disais un écran tactile, non, on a besoin de notre clavier. On a besoin des pouces. Bon, je crois que la suite m'a donné un peu tort. Yves, parlons un peu du contexte actuel. Alors on l'a vu, on l'a un peu évoqué, il y a eu pas mal de questions tout à l'heure au cours, on n'a pas pu répondre à toutes, mais en quoi tu penses que l'Europe doit reprendre son destin en main? Parce que quand on a préparé cet entretien, tu m'as dit les trains sont déjà partis, mais la bataille n'est pas perdue. Oui, on l'a vu, là, dans un des 3 concurrents de l'EI Challenge a dit quelque chose d'hyper important en disant « Pour moi, l'important, ce n'est pas les modèles, c'est la méthode qu'on va utiliser derrière. » Et je pense que l'Europe peut rattraper les wagons. D'abord parce qu'on vit dans un monde d'accélération scientifique. Je pense qu'il n'y a jamais autant eu de sciences fondamentales qui deviennent des applications. Et là, on est fort, et dans beaucoup de domaines scientifiques, on est très fort. Et deuxièmement, si on choisit les points de contrôle, les sujets sur lesquels on pense que la valeur arrivera, là où ça se commoditise assez vite, malgré tout, comme l'IA, aujourd'hui, l'intelligence de l'IA avance tellement vite qu'on peut avoir des coûts assez bas, le state of the art. Je pense qu'on peut reprendre notre destin en main et je pense pouvoir l'illustrer un peu plus tard. D'accord. Mais ça veut dire, par exemple, si je prends juste les modèles, aujourd'hui on a notre porte-étendard français, européen Mistral, on peut se dire, bon voilà, c'est pas totalement perdu avec eux. Ce qu'il va falloir voir, c'est comment tout ça est appliqué dans les entreprises. C'est plus ça que le modèle en lui-même, qui on le voit, n'est pas souvent le meilleur des classés. On voit dans l'application que se posent plein de questions sur la sécurité, la souveraineté des data, la protection, le mode d'utilisation. Et donc, effectivement, le mot méthode ou le mot de comment on applique, il y a des points de contrôle sur lesquels on peut reprendre notre savoir-faire. Plus je vois beaucoup de clients qui ont envie de sortir du binôme Amérique-Chine et trouver des solutions souveraines de plus en plus. Alors, on va revenir sur cette question de cybersécurité dans un instant. Juste un mot, ça fait 4 mois que tu es à ce poste. Si tu devais dresser un rapport d'étonnement, ce serait quoi ? Je suis étonné tous les jours et encore plus aujourd'hui par la vivacité, l'attachement des équipes et des salariés et puis des politiques autour de l'innovation et l'investissement sur le territoire. On a des technopoles hyper fortes autour de la cyber, autour de la tech, Pôle et Images, Anticipa à Lannion, avec vraiment un acharnement à vouloir continuer et à réinvestir sur ce propre territoire. Donc ça, c'est mon premier rapport d'étonnement. Et deuxièmement, effectivement, notamment dans la table ronde précédente, le sujet militaire ou le sujet dual, l'hybridation entre le militaire et le civil, c'est vraiment une chance pour la France et pour le territoire également.
Orange est présent depuis un moment. Tout à l'heure, on parlait de la force de BPI France qui était dans quatre villes. L'histoire d'Orange aussi avec l'Ouest. Alors, voilà, on ne va pas revenir aux prémices du radome de Plumeur-Baudou, mais voilà, on sait que la Bretagne est une terre forte de télécom. Hein. Oui, pour nous, c'est le deuxième bassin d'emploi de tout le groupe. À Rennes, on est le premier employeur privé, à Lannion aussi. On a posé la prochaine pierre de notre nouveau bâtiment à Lannion, ça veut dire qu'on veut être là pour les 50 prochaines années. Il y a eu des questionnements, qu'est-ce qu'on fait à Lannion. À Rennes, on est en croissance. On est sur le territoire depuis des années. Je discutais avec Jean-Jacques Gaouillère juste avant. On a été, il y a 20 ans, on ne parlait pas de cyber, mais on a déjà des pôles d'expertise qui sont basés à Rennes sur la sécurité, sur la cyberdéfense, qui sont présents. Et on a des pôles en croissance sur l'optique, sur le quantique, en plein développement autour de Lannion. Ça, c'est ça qu'on dit. Quelle part représente la Bretagne dans le paysage, innovation? C'est ça, sur la cyber, le quantique? On est le deuxième cerveau, on va dire, du groupe Orange, hein, avec plus d'une centaine de chercheurs. Effectivement, l'optique, le quantique, l'IA aussi, un grand nombre de solutions développées en interne et vendues maintenant sont développées sur Rennes. Et les centres opérationnels de la cyberdéfense d'Orange Business sont également sur le site. Aujourd'hui, donc les thèmes forts, donc on va parler confiance, on va parler IA. Tiens, prenons le premier thème, la cyberattaque d'envergure, prochain signe noir. Est-ce que, oui, aujourd'hui, la cyber est un des pôles importants, des thèmes forts sur lesquels tu travailles? Oui, la cyber et la cyberdéfense, c'est une guerre invisible qui existe déjà maintenant. Alors, si on veut parler de cyberattaque d'envergure, je vous invite à voir un film qui est disponible sur YouTube qui s'appelle Don't Go to the Police, où il y a eu une cyberattaque d'envergure qui s'est réellement passée. En 2023, il y avait plus de 300 000 entreprises qui étaient bloquées à ce moment-là. Et ce film, d'ailleurs, je vous invite vraiment à le regarder, c'est gratuit, ça dure 1 heure, ça se regarde comme une série Netflix. Et ça explique effectivement à la fois l'industrie de la cybermalveillance, c'est quasiment une ubérisation des cyberattaques, et du travail public-privé des différents acteurs pour pallier ça. Et c'est une guerre mondiale, effectivement. Et on le sait, aujourd'hui, plus d'un quart des attaques sont dirigées vers les collectivités locales, les ministères, mais aussi les entreprises publiques. Et on sait qu'on est sous-équipé ou sous-préparé sur ces sujets-là. Donc il y a une vraie. La première chose à faire, c'est de comprendre comment ça se passe. Et en fait, c'est pas si compliqué que ça. Quand vous voyez le film, je pense que vous comprendrez 95% de ce qui est expliqué. Autre sujet, confiance numérique. Ça, c'est un sujet fort aussi. On l'a vu arriver hein, peu à peu. Et aujourd'hui, c'est vrai que dès qu'on parle IA, dès qu'on parle cloud, dès qu'on parle gouvernance de la donnée, on est dans cet univers de la confiance numérique. Oui, c'est un sujet, pour Orange, c'est un sujet central. On a écrit un plan qui s'appelle Trust the Future, sur lequel la confiance fait partie de notre ADN et de notre offre. Et le sujet part, pour nous, ça part des réseaux, évidemment, des data centers, avec toutes les règles qui sont relativement bien écrites dans la réglementation, l'AI Act, de souveraineté d'exploitation locale, de règles de comment on peut travailler ou pas avec des Américains, avec des Chinois. Et c'est tout un savoir-faire qu'on peut mettre en place et qui, pour nous, est fondamental. Et ça s'étend de plus en plus, et on travaille de plus en plus avec le monde militaire, à une hybridation de solutions. On a sorti, par exemple, des solutions qui utilisent notre réseau mobile pour détecter des drones. On a des solutions d'IA qui sont souveraines et utilisables et qui protègent les données des employés. Donc c'est un sujet qu'on sait décliner à tout niveau là-dessus. Intelligence artificielle aujourd'hui, avec, je crois que chez Orange, ça s'appelle Live Intelligence, c'est ça? Oui, c'est une histoire intéressante parce que pour nous, on apprend aussi à innover différemment. Cette histoire Live Intelligence, c'est d'abord l'envie, d'épouser le mouvement IA qui était en train de se former dès les premières années, dès l'annonce de ChatGPT. Mais surtout de retomber sur des réflexes qui sont de plus en plus dans des grandes entreprises et qu'on essaie de partager, c'est ne pas dépendre d'un fournisseur, d'un partenaire, donc d'agréger plusieurs solutions. Et donc on a développé un outil interne
Donc au début, c'était usage interne, il s'appelait Dinutu, donc c'était pas un nom super commercialisable, mais qui répondait à deux grands problèmes. Un, nos data. Vous connaissez tous le phénomène de shadow IA, et c'est un problème pour une grande partie des entreprises. Protéger sa data, protéger aussi accessoirement les coûts, mais aussi, surtout, ne pas dépendre d'un fournisseur. Donc on a une solution qui agrège tous les grands OpenAI, Anthropic, Google, Mistral et d'autres à venir. Et cette sécurisation plus cette agrégation, au bout d'un moment, on s'est rendu compte qu'on avait 60 000, 80 000 employés utilisateurs. Et ça, c'est devenu un argument de vente vers l'extérieur et c'est devenu un produit Live Intelligence. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de frustrant quand on est Orange, justement quand on voit par rapport à ces hyperscalers, hein, les trois principaux américains, quand on voit ces LLM qui arrivent, de se dire finalement, souvent dans les entreprises, on est perçu comme l'opérateur et que l'intelligence, elle est chez ces gens-là, alors que, oui, Orange a aussi un pôle innovation, enfin voilà, il y a tout un tas d'activités. Voilà, est-ce qu'il n'y a pas une frustration à gérer aujourd'hui autour de ça? Alors c'est une frustration, on vit avec depuis 20 ou 30 ans, quand on commençait à parler, depuis la crise Internet, on a vu qu'en fait la valeur n'était pas dans les tuyaux, mais dans ce qu'on appelait à l'époque les OTT, over the top, et puis et c'est quelque chose sur lequel on apprend, et on pense malgré tout, d'une part qu'il y a de la valeur dans les réseaux, et qu'il faut qu'on l'expose, qu'on offre via une marketplace, via des API, de la valeur dans les réseaux. Toute l'authentification que vous utilisez tous les jours avec votre banque, elle va passer de plus en plus par des authentifications de votre carte SIM, le réseau sait où vous êtes, sait que vous avez changé de terminal récemment, ce qui est souvent un mauvais signe de fraude. Et de plus en plus, les établissements bancaires achètent par API, au lieu de passer par une authentification par SMS, achètent aussi ce genre d'authentification. Donc on a plein d'éléments de valeur dans nos réseaux qui aident à améliorer l'expérience utilisateur. Alors, et justement, ça va nous permettre de répondre à la question qui a été posée sur le quantique. Donc, les futurs ordinateurs quantiques pourraient casser certains systèmes de chiffrement utilisés aujourd'hui. Voilà, le chiffrement post-quantique, hein, dont on parle beaucoup. Ça, c'est les deux. Si on se projette là, les deux grands thèmes, c'est ça. On reviendra aussi sur l'autre, sur le sensing derrière. Mais le quantique, ça fait vraiment. Voilà, on a vu à Quantech tout à l'heure. On est dedans. On ne se projette pas à 2035 ou 2050. Oui, c'est une réalité aujourd'hui. C'est une chance aussi. Je n'avais pas conscience qu'on avait des problèmes de financement du quantique français, parce qu'on a vraiment une chance. On a au moins 5-6 entreprises, hein, Coblis, C12, Alice et Bob, Candela, Pascal, qui sont réellement respectées dans ce qu'ils font. C'est l'héritage du prix Nobel Alain Aspect et de beaucoup d'autres. On a un vrai savoir-faire. Quand on regarde le nombre de patents déposés par la Chine, les États-Unis, la France est pas loin derrière, et après l'Europe cumulé est vraiment réaliste. Et je pense, pour reprendre notre destin en main, effectivement, le quantique, c'est un des sujets sur lesquels l'Europe peut et doit trouver des financements. Pour nous, en fait, c'est assez intéressant et drôle, mais en même temps pas drôle du tout. Et j'en profite pour faire la parenthèse d'explication. On vit depuis 40 ans sur un algorithme qui s'appelle RSA dans toute notre crypto. Là, en sécurité. Hein. En sécurité. Et en deux mots, c'est la multiplication de deux nombres premiers. C'est ma casquette mathématicien qui reprend. Mais comme les nombres premiers sont tellement grands, on ne sait pas le démultiplier, on ne sait pas factoriser. Aujourd'hui, on sait, par la magie de ces ordinateurs quantiques qui démultiplient le calcul de façon exponentielle, qu'on va le casser entre 2030 et 2035. C'est ce que les spécialistes appellent le Q-Day. Le problème, c'est que comme la date n'est pas fixe, on a du mal à s'alarmer. Mais l'ANSI est en train d'alarmer tout le monde en disant c'est une transformation qui est 10 fois plus pénible que ce qu'on a vécu avec le bug de l'an 2000. Et donc, elle est en train d'alerter toutes les entreprises publiques qu'il faut commencer maintenant, déjà pour faire l'inventaire de où sont les algorithmes. Et surtout, nous prévenir contre une attaque qui s'appelle Harvest Now Decrypt Letter, c'est-à-dire vous emmagasinez tous les flux qui sortent sur Internet. Ils sont cryptés, c'est pas grave, parce que dans 5 ans, vous pourrez les casser et vous pourrez comprendre exactement tout ce qui sort du ministère de l'Intérieur, des banques, etc. Et puis revenir un instant juste pour expliquer en quelques mots ce qu'est le quantique. Hein, c'est pas évidemment pas évident. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas la prochaine étape de l'informatique. Hein. L'informatique va continuer son évolution et le quantique de son côté. Moi, souvent, quand les gens veulent, je leur dis la puissance de calcul, imaginez, vous êtes devant un labyrinthe. Aujourd'hui, l'informatique, elle va tester toutes les solutions pour arriver au labyrinthe. Elle tourne à gauche, ça marche pas, elle retourne à droite, elle va tout droit, ça marche pas, elle revient en arrière, etc. Le quantique, en fait, toutes les billes sont lancées en même temps et voilà. Il y a des étages et des étages du même labyrinthe et forcément, quand on lance le calcul, il y en a un qui arrive et donc on a un calcul qui est fait beaucoup plus rapidement. Voilà. Mais voilà, dis-nous ça peut-être en mots plus scientifiques.
Non, c'est exactement ça. Et c'est la superposition de plusieurs états dans une même particule qui fait qu'elle-même, de façon exponentielle, elle est capable, au fur et à mesure, d'explorer toutes les portes du labyrinthe en même temps. Et c'est pour ça qu'on peut casser des algorithmes qu'on pensait prendre des siècles à casser. Et dans le domaine du quantique, il y a le chiffrement post-quantique. Dans le chiffrement, il y a la partie capteur dont nous parlait pour aller vérifier les états. Il y a la partie, j'essaie, pour entrer juste dans une seconde, BFM, on est filiale CMA-CGM, donc qui est un transporteur. Ils utilisent du quantique pour optimiser la route des containers, des navires et tout ça. Et puis il y a la simulation, évidemment, tout ce qu'on peut faire avec de la simulation. C'est un peu les 3-4 domaines du quantique. Oui, alors nous, on les utilise, on a partenariat avec Candela, on l'utilise effectivement pour l'IA et pour la cyber, effectivement. Et dans le même état d'esprit que CMA-CGM, c'est explorer des voies et calculer plus vite des problèmes plus complexes. Et une des choses, la particularité du quantique, c'est que ça calcule bien quand il y a énormément de data en entrée et peu de data en sortie. Donc typiquement, les prévisions météo, ça sera des choses qui nous permettront de calculer encore un peu plus loin. Et surtout, ça s'adapte plutôt bien au LLM, qui est, j'ai des milliards d'éléments dans mon dictionnaire et je dois choisir juste le prochain mot qui va bien. Et ça aussi, ça peut être une bonne nouvelle parce que ça devrait faire réduire la consommation électrique des futurs GPU là-dessus. Donc c'est aussi une solution. Donc il faut commencer à regarder un petit peu, quel que soit son domaine industriel, regarder un peu ces solutions. Autre technologie, c'est le sensing, c'est des capteurs dans la fibre optique. Ça rejoint aussi le quantique parce que c'est des éléments proches de phénomènes quantiques, mais le sensing, c'est aussi un des domaines de recherche sur lesquels on regarde beaucoup. On a fait des démos de ce qu'on appelle le fiber sensing. C'est assez magique parce que sur une fibre, en mettant un signal optique particulier, on arrive à écouter dans les ondes acoustiques, c'est-à-dire d'entendre des bruits et surtout de donner la distance, donner la localisation des bruits. Et une des applications, ce serait toutes les fuites d'eau. On sait que nos réseaux d'eau ont des fuites un peu partout. Souvent, les tuyaux d'eau et les fibres sont colocalisés. Et ça permet de détecter à quel kilomètre, voire même au mètre près, où est-ce qu'il y a un bruit, un pchit qui existe. On en parle pour l'IA, on en parle pour le quantique. L'équilibre pour ne pas exploser les consommations. Enfin, la consommation, aujourd'hui, on sait que aujourd'hui, l'IA s'est transformée de l'énergie en token. Et on voit que ça commence à coûter cher. Ça passe déjà par savoir quand est-ce qu'on doit utiliser l'IA. Nous, notre outil interne est Live Intelligence. Pour chaque fois qu'on a une requête, on a à peu près une dizaine de modèles potentiels. Et à chaque fois, on a le bilan carbone de ce modèle. On a accessoirement le coût que ça va coûter à l'entreprise, mais surtout le bilan carbone. Et on s'auto-éduque à utiliser le moins cher d'abord. Et c'est seulement quand on a épuisé les moins chers pour monter là-dessus. Donc déjà, il y a une utilisation de l'IA frugale qu'on essaye de s'auto-éduquer là-dessus. Et puis ensuite, je pense, très clairement, l'ordinateur quantique sera sans doute une des solutions, mais à 2030-2035. On en est tous là à vivre les canicules qu'on vient de vivre. Il faut qu'on se pose aussi cette utilisation de l'IA uniquement quand on a réellement besoin, effectivement. Dernière question, Yves. On peut aussi parler un mot sur les usages de l'IA grand public. Alors, ce que tu dis, quand on a préparé ça, tu m'as parlé de la responsabilité des accompagnants, les missions sociétales des usages. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, alors, tout comme disait Madame la Ministre, ne laisser personne sur le bord de la route. Dans nos missions également, nous, on veut s'occuper d'accompagner toute notre population vers le numérique et que ça se passe bien. On cible spécifiquement les jeunes. On a beaucoup d'activités avec la Fédération française de football, de rugby, d'accompagnants pour comprendre ce qu'est un écran, les dangers de l'écran, le temps qu'on y passe, le cyberharcèlement auprès de jeunes sportifs. Et également, on a des sessions avec nos aînés pour les accompagner à comment les utiliser, les former. C'est un certain nombre de choses qui sont importantes pour nous et qui marquent aussi notre accompagnement d'Orange dans l'avancement du numérique. Yves, merci infiniment on peut applaudir Yves, que vous pouvez retrouver pour une crêpe avec Yves. Voilà, si vous pouvez poursuivre justement sur le quantique, parce que je vous assure qu'aujourd'hui, il faut vraiment, quel que soit votre domaine, il faut s'y intéresser par rapport à la sécurité, par rapport au capteur, l'observabilité. Enfin, il y a beaucoup de choses. Merci encore Yves de nous avoir accompagnés. Et puis voilà, je te laisse regagner la salle et puis aller prendre une crêpe avec ceux qui voudront te poser des questions. Allez, dans un instant, Penny Lane, jingle.